Terrain social. Hugues Chevarin. Brigitte Grésy. Brigitte Grésy est présidente du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes depuis le 24 juin 2019. À l'occasion du 10e anniversaire de la loi Copé-Zimmermann, le Haut Conseil fait paraître un livret intitulé « De la parité à l'égalité professionnelle ». En mars 2020, Terrain social recevait Brigitte Grésy pour la parution du 2e rapport sur le sexisme en France. Le sexisme est partout présent, et en particulier dans les médias, dont certains véhiculent une image très dégradée des femmes. Terrain social. Bonjour Brigitte Grésy. Bonjour. Il aura fallu attendre janvier 2019 pour qu'enfin un premier état des lieux du sexisme en France soit fait. Cela ne dit-il pas l'urgence que vous soulignez à l'occasion de la parution de ce 2e état des lieux ? Effectivement, nous avons annuellement une obligation légale de rédiger un rapport sur l'état des lieux du sexisme en France. Mais la question du sexisme, c'est une question que j'avais moi-même, mais aussi évidemment d'autres équipes, quand même commencé à étudier depuis quelques années. Et notamment en 2008, j'avais sorti un livre qui s'appelait « Petit traité contre le sexisme ordinaire ». Et nous avons ensuite repris au sein du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle des analyses sur le sexisme dans les entreprises, dans le monde du travail, dans les relations interpersonnelles entre les hommes et les femmes. Et c'est là que petit à petit, nous avions ébauché avec d'autres, et notamment avec les membres du Haut Conseil, une définition du sexisme qui est reprise aujourd'hui par le Conseil de l'Europe et qui nous est extrêmement utile parce que le gros problème du sexisme, c'est que on a l'impression que ce sont des choses impalpables, invisibles, et en fait, nous pouvons aujourd'hui les désigner clairement comme étant des actes prohibés qui sont sanctionnables à la fois au civil et au pénal. Et donc, ce travail de définition est complètement essentiel. Et je dirais que c'est ça peut-être la force de notre rapport aujourd'hui, c'est qu'on s'appuie maintenant sur des définitions juridiques claires. Alors, et on sait ce qu'est le sexisme. Vous nous avez donc planté le décor, si je puis dire. Cette seconde étude, ce second rapport, apporte 3 domaines, le monde du travail, la politique et les médias. Et c'est sur ce 3e aspect que je vous propose de nous arrêter. Je vous cite, « Le sexisme fait système et est présent dans le quotidien des femmes. Il y a urgence à rendre visible et à forger des outils dans tous les domaines afin de les faire reculer. » Un chiffre, 99% des femmes disent avoir été victimes d'un acte ou commentaire sexiste en 2019. Votre réaction ? Alors, ma réaction, c'est que le sexisme est très fort partout. Il s'immisce finalement dans tout le quotidien des femmes. Mais par sexisme, c'est très important de dire que c'est à la fois une idéologie qui repose sur la supériorité du sexe masculin sur le sexe féminin, mais c'est aussi toute une série d'actes, de comportements qui délégitiment, infériorisent les femmes parce qu'elles sont des femmes. Et ça peut aller de la blague sexiste, c'est pas n'importe quelle blague, vive les blagues, vive l'humour, mais de la blague sexiste. Oui, c'est ce que vous abordiez dans le premier rapport, si j'ai bien souvenir. En passant par la discrimination, par l'agression sexuelle, le harcèlement et le viol. Et c'est ça qui a été intéressant cette fois-ci dans notre rapport, c'est que nous avons regardé comment dans les relations interpersonnelles, notamment des émissions de télé-réalité, on pouvait trouver des éléments qui s'apparentaient au sexisme. Les médias véhiculent, je cite, une représentation caricaturale des femmes. Ce système que vous pointez est-il particulièrement à l'œuvre dans les médias et par l'image qu'ils véhiculent des femmes ? Alors, les médias ont pour charge, disent-elles en tout cas, de refléter le réel. Mais en fait, en reflétant le réel, les médias quand même normalisent ce réel, c'est-à-dire que ils imposent aussi un système de valeurs et de normes, et en plus ils ont une grande responsabilité dans les images qu'ils renvoient, parce que ces images ont en quelque sorte un rôle de modèle identificatoire, notamment pour les jeunes. D'où l'importance, d'où la responsabilité des médias. Alors les médias c'est un milieu qui évidemment véhicule des stéréotypes de sexe, pas forcément plus que le monde de la politique ou que le monde du travail, mais le problème c'est que les médias
en fait, ont pour mission même de disséminer des images, c'est-à-dire que comme ils ont un rôle d'information, les biais de sexe qu'ils peuvent contenir ont un effet sur la population beaucoup plus important que le sexisme que l'on peut voir au sein, par exemple, d'un groupe. Dans ce que vous avez pointé dans le rapport, et en particulier sur la télé-réalité, donc quelles mesures, quels moyens imposer au secteur privé, entre autres, des contraintes pour faire cesser ces représentations dans leur programme de divertissement? Alors déjà, il faut les rendre visibles. Ce qui pose problème, il faut le rendre visible. Parce que tout n'est pas sexisme, évidemment. Quand on met des individus dans un lieu clos, il y a toute une série de choses qui sont de l'ordre du conflit, de la rivalité, et qui peuvent exister ailleurs, qui peuvent exister dans une entreprise. Le conflit, la compétition, la rivalité, ça fait aussi partie de la vie. Le problème, c'est d'arriver, de bien décrypter ce qui est de l'ordre du sexisme. Et nous avons vu que dans ces émissions, et essentiellement dans Les Anges de la télé-réalité et les Marseillais, nous avons vu qu'il y avait des pratiques systématiques de dénigrement des femmes et de valorisation, une sorte de culte de la virilité. Nous avons vu qu'il y avait une culture du clash qui permettait à l'agressivité et essentiellement contre les femmes de prendre toute son ampleur. Nous avons vu qu'il y avait même des formes de violence et de harcèlement. Nous avons vu aussi que les hommes disaient c'est aux femmes de faire le ménage, c'est pas à moi, qu'il y avait donc vraiment une mise en scène de rôles sociaux traditionnels et qui n'existent plus dans la réalité, enfin qui n'existent pas à ce stade dans la réalité. Et puis une fois qu'on rend visible, nous, ce que nous avons proposé pour les émissions de télé-réalité, c'est la signature d'une charte où les producteurs, les réalisateurs s'engagent à faire en sorte qu'il y ait moins précisément de sexisme tel qu'on a pu le repérer. Vous plaidez pour les bonnes pratiques. Voilà. Alors déjà, on a évidemment auditionné les personnes en charge de ceux qui ont fabriqué ces émissions. Et déjà, ils nous disent qu'ils ont fait un effort parce qu'avant, il y avait des techniques d'exclusion. Vous savez, l'un des grands ressorts de l'intérêt, c'était qu'on prenait un individu, il devenait le bouc émissaire et il fallait l'exclure. Et donc là, ils ont dit, nous avons travaillé pour qu'il n'y ait pas ces techniques d'exclusion systématique. De même, ils ont essayé de limiter un peu les clashs, mais il en reste énormément. Et donc, dans ces deux émissions qu'on a essentiellement analysées, sur ce plan, on voit bien que demeurent des tas de ressorts de l'intrigue. En fait, c'est des ressorts de l'intrigue qui pourraient être retravaillés dans un autre sens. Et ce serait aussi intéressant. C'est pas parce que on dit que le QI des femmes est égal à 0, qu'elles sont là pour manier le balai, qu'on les violente si jamais elles refusent des histoires avec d'autres hommes, etc. C'est pas forcément ça qui fait l'intérêt d'une intrigue. Et nous engageons ces concepteurs d'émissions à se donner du mal pour arriver à limiter ce genre de dénigrement des femmes et trouver d'autres nouveautés qui puissent passionner les auditeurs. Comme pour les informations, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une nécessaire éducation aux médias sur la question du sexisme? Dans tous les lieux de socialisation, il y a vraiment du sexisme. Ça fait système, c'est dans nos institutions et c'est dans nos relations entre individus. Et ceci dès l'enfance, dès la crèche. On ne fabrique pas les filles et les garçons de la même façon. Il y a une fabrication différente des sexes, qui est assez binaire d'ailleurs. Et donc là, il faut vraiment travailler sur ce point. Mais c'est vraiment dès l'enfance qu'il faut arriver à déconstruire ces stéréotypes. Alors ensuite, c'est vrai que il y a un double mouvement. À la fois, il faut que les médias se mettent en mouvement pour éliminer les stéréotypes, mais à la fois, il faut apprendre aux jeunes à les décrypter pour ne pas en être victimes. Et surtout, il faut leur apprendre, il faut faire en sorte que les émissions qu'ils regardent ne soient pas des émissions d'extrêmement mauvaise qualité où on sait que le nombre d'adolescents, quasiment, les 3/4 des adolescents ont déjà vu des émissions de porno à l'âge de 14 ans. Il y a
une responsabilité générale des médias vis-à-vis des enfants et une responsabilité aussi pour les éduquer à ne pas se laisser piéger par les images. Plateformes numériques et réseaux sociaux sont grands vecteurs de sexisme. Quels moyens de pression, à tout le moins d'incitation, proposez-vous afin que les choses changent ? Alors sur la question notamment des plateformes numériques, nous avons demandé très clairement à ce que dans le projet de loi audiovisuel, une loi sur l'audiovisuel va être prise prochainement, et bien qu'on puisse inscrire très clairement une régulation des contenus sur les plateformes numériques. Et nous voudrions que le CSA s'assure que les programmes mis à disposition du public ne contiennent aucun propos ou image dégradante ou discriminatoire envers les femmes. Et puis surtout qu'ils véhiculent une image non stéréotypée des femmes et puis dépourvue de préjugés sexistes. Et par ailleurs, nous demandons également à ce que dans la loi Avia, vous savez la proposition de loi Avia, que les séquences qui comportent des propos ou alors des images dégradantes des femmes soient retirées des réseaux sociaux dans un délai adéquat et un délai rapide. Donc on a cette double approche, mais surtout qu'il y ait une régulation des contenus par le CSA sur la question des femmes. Donc, le rapport pointe, je vous cite là à nouveau, un projet de loi sur l'audiovisuel particulièrement silencieux sur la question des femmes. Alors, est-ce que vous pensez que le service public doit-il être exemplaire déjà Est-ce qu'il y a une exemplarité du service public et plus largement, effectivement, un accent à mettre sur cette question ? Alors, le projet de loi sur l'audiovisuel est totalement silencieux sur la question des femmes. Il y a eu dans des lois antérieures des dispositions très intéressantes sur la prise en compte de la lutte contre le sexisme dans l'audiovisuel, mais là, rien. Et donc, nous, ce que nous demandons, c'est, alors d'une part sur les plateformes numériques, ça je viens de vous en parler, mais aujourd'hui, les chaînes doivent faire une sorte d'état des lieux en fonction de grilles, d'indicateurs, pour voir si elles progressent dans la lutte contre le sexisme. Et nous demandons, nous, à ce qu'il y ait en quelque sorte chaque année des progrès réalisés par les chaînes. On demande une progression d'abord de la place des femmes en tant qu'expertes, mais aussi de l'image des femmes. Et puis pas seulement, on demande à ce qu'on analyse aussi plus clairement leur présence en fonction de l'heure d'écoute, leur temps de parole, enfin un certain nombre de choses qui puissent véritablement montrer s'il y a un progrès dans la place des femmes, puisque nous sommes aujourd'hui, toute émission confondue, à 42% de femmes à la télévision, alors qu'on est plus de 50, et aux heures de grande écoute, on est aux alentours de 25%. Donc, on voit bien qu'il y a un décalage encore très fort. Donc, n'y a-t-il pas, dès lors, une exigence de lutte contre le sexisme dans la commande publique et dans les aides à la création, clips musicaux par exemple Oui. Alors, le Haut Conseil à l'égalité est extrêmement, soucieux de promouvoir ce qu'on appelle l'éga-conditionnalité, c'est-à-dire de conditionner l'attribution de financement public au respect de règles paritaires ou de règles permettant d'assurer l'égalité entre les hommes et les femmes. Et nous demandons très clairement que les financements publics des clips musicaux soient conditionnés au respect de la dignité et de l'image des femmes, et pas seulement les jeux vidéo, mais d'une façon générale, la création numérique, le cinéma d'animation, toutes choses où on a vraiment des dérapages très forts et du sexisme assez violent, même parfois dans les clips vidéo. Alors, je vous propose, pour conclure cet entretien, une petite remarque. Donc, dès sa prise de fonction, Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, appelait de ses voeux au sujet des violences faites aux femmes une société de vigilance. Le Haut Conseil à l'égalité, dont vous êtes la présidente, a-t-il cet impératif ? Totalement, c'est-à-dire que d'ailleurs nous produisons de temps à autre des petits documents qu'on appelle vigilance égalité. Nous avons fait une vigilance égalité sur la question des municipales et de la parité dans la vie politique. Nous avons fait une vigilance égalité sur les retraites. Nous allons en faire une sur sans doute la loi recherche, qui est également très silencieuse sur la question des femmes. Nous l'avons fait sur la loi audiovisuelle.
on a cet impératif de regarder. Alors on regarde à chaque fois avec des chercheurs, avec des personnes en charge du sujet. Donc c'est une analyse assez, je veux dire, on est nombreux. Hein, c'est pas juste quelques personnes. Hein, on est assez nombreux pour analyser tout cela. Et à chaque fois, on fait une espèce d'avis ou de vigilance égalité pour dire mais là, vous n'avez pas pris en compte les femmes et il faut le faire. Merci Brigitte Grésy. Je rappelle que vous êtes présidente du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Terrain social. Tous les podcasts du chantier sont à retrouver sur lechantier.radio et sur les plateformes d'écoute.